Elle a soufflé ses 111 bougies et aimerait que l'aventure de la vie continue. Nathalie Dinane et Moïse Dexter ont tiré le portrait de Germaine Jacmel, la doyenne de la Guadeloupe. Vous verrez un reportage émouvant à la une de votre journal. Épilogue heureux pour 32 familles guadeloupéennes. Après 14 ans passés dans des logements sociaux, certains ont fini par acquérir leur titre de propriété. D'autres attendent, l'espoir chevillé au corps. Le reportage de Karen Diamant dans cette édition. Et puis vous le verrez, le Canada a un marché à fort potentiel pour distribuer nos produits locaux. Guadeloupe Expansion et Digicel organisaient la 2e édition des Journées internationales pour informer les investisseurs. Isabelle Amo a suivi ce séminaire pour ATV Guadeloupe. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Elle est née le jeudi 20 avril 1905 à Gourbert. La doyenne de la Guadeloupe, Germaine Jacmel, a soufflé ses 111 bougies aujourd'hui. Résidant actuellement à l'EHPAD Sacré-Cœur de Basse-Terre, elle n'a rien perdu de sa joie de vivre. Après avoir traversé un siècle et des poussières de vie, Nathalie Dinane et Moïse Dexter étaient là pour cet événement hors du commun. Germaine Jacmel est née le 20 avril 1905. Aujourd'hui, elle fête son 111e anniversaire. Avec sa sœur Madeleine, âgée de 103 ans, elles sont les dernières survivantes d'une fratrie de 10. Germaine Jacmel n'a pas enfanté, mais elle a élevé et accompagné ses neveux et nièces et de nombreux Gourbériens qui le lui rendent bien. Tati, c'est quelqu'un qui est vraiment amour avec le grand A. Nous avons certes fêté ses 110 ans, mais c'est 11 ans, c'est encore plus. Et j'avoue que maintenant qu'elle a passé le cap des 111 ans, vous voyez, j'ai de l'émotion. Je crois qu'elle ira jusqu'à 115. Elle est fatiguée et que c'est un petit peu égoïste de ma part de vouloir la garder. Mais c'est vrai, bon, si Dieu l'appelle, nous accepterons. Installée confortablement dans son fauteuil, le corps frêle de Germaine Jacmel a perdu ses forces, mais son esprit reste alerte. Sous sa capeline rouge, ses yeux auréolés d'un bleu ciel, Germaine Jacmel est toujours aussi coquette. Elle fredonne la messe donnée à l'occasion de son anniversaire par Monseigneur Rio Creux. Pour les 111 ans de Madame Germaine Jacmel, pour les centenaires ici présents, nous te prions pour elles, nous te prions pour eux, que le Seigneur les garde dans sa paix et dans la lumière de la foi. Une foi qui n'a jamais quitté cette femme potomitan qui a consacré sa vie aux autres. Résidente depuis 2014 à l'EHPAD Le Sacré-Cœur à Basse-Terre, elle égrène des jours paisibles, entourée de l'amour des siens et des petits devenus grands, ceux qui lui achetaient des sucres à coco ou des quénettes. Cette longévité est due à une bonne hygiène de vie. C'était du bon zignum, bon poisson, sans oublier le petit vin qu'elle prenait quand même à chaque repas. Les Gourbériens se souviennent de cette ancienne commerçante d'une grande générosité qui répondait toujours présent. Maman Jacmel, c'est un homme qui était bien. Il était donnant. Il était quand partait de moi était passé, puis partait bon butin. C'est une madame ou partait quand on est ni des ordres, ni c'est une madame qui était froid. Et tout le monde aimait Maman Jacmel. Maman Jacmel a fait tout le monde notre mutuelle, des cabas ça pour te faire, qui pour te vivre. Il a voté un butin en enfants malades dans le cas de Maman Jacmel, dans le cas de Maman Jacmel, tel bien cas de moi bien, prends ça pour les enfants, fais ça pour les enfants. Depuis tout petit, c'est là qu'on a acheté le revolver à bouchon et on a acheté le linge là. En télé, mais si vous longtemps, c'est une bonne femme. Et bien livré au monde, il parle pour le monde ici, tout le monde sait acheter le jaillot. Après avoir vécu plus de 100 ans dans cette jolie maison créole, après avoir partagé 50 ans de bonheur avec Monsieur Jacmel, la doyenne de Gourbert dit avoir confié sa vie à Dieu. Son seul regret, ne pas avoir passé son permis de conduire. Beaucoup d'entre vous ont reçu leur déclaration d'impôt à remplir. La télédéclaration est devenue obligatoire cette année pour les ménages dont le revenu fiscal de référence dépasse les 40 000 €. L'année prochaine, ce seuil sera abaissé à 28 000 €, puis à 16 000 en 2018, pour finir par disparaître et ne laisser la place qu'à la déclaration en ligne. La tendance est aujourd'hui à la dématérialisation. Comment les Guadeloupéens perçoivent ce mouvement? On écoute vos avis recueillis par Nathalie Dinane et Moïse Dexter.
Tout le temps, c'est Internet, mais moi, pas parler pour ça, rien personne, rien à pied tâté. Et les jours là au PPAI? Nous, au PPAI là, en qui voit c'est Internet, mais pour le moment, il y avait pied là toujours. Ça dépend, je fais ce que je peux. Pas tout quand même. Est-ce que tu payes tes factures en ligne? Est-ce que oui, Internet... tout bité en ligne. J'ai entendu parler, mais bon, comme je n'ai pas trop de personnes pour me renseigner non plus, alors donc j'attends. Quand l'échéance arrivera, est-ce que vous avez des gens autour de vous pour vous aider? Je ne sais pas. Ah, on gagne du temps, voilà. Et les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas Internet? Ils ont des enfants, les gens qui n'ont pas Internet, ils ont des enfants, il y a des cybercafés, il y a plein de trucs maintenant. C'est la modernisation. Hein. Mais ce n'est pas toujours évident pour les personnes âgées avec Internet ou autre chose pour payer leurs factures. Oui. Donc je pense qu'il y aura un souci en ce sens pour les personnes âgées. Oui, ça nous aide beaucoup, ça nous permet d'avancer, surtout avec l'ère technologique qu'il y a actuellement. Voilà, c'est le seul moyen qui nous permet d'aller aussi loin, enfin qui peut nous permettre de faire tout ce qu'on veut en fait. Hein. Je ne possède pas d'Internet, madame. De plus en plus, on devra payer par exemple nos impôts en ligne. Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Eh bien, je ferai comme je peux. Comment on dit de faire, mon fils fera pour moi. Un gain de temps, un gain de temps, oui. Non. C'est pas la perception, je peux. C'est parce que vous ne savez pas encore faire ou parce non, que... je ne sais pas faire même. Oui. Pas encore, je ne sais pas faire. Le monde là a évolué, ça a apporté des facilités aussi. Et puis on a pensé aussi qu'avec un pot là, ça a évité qu'il y ait trop de papier car circuler. Parce que ce papier là, ça faut faire bras, il faut couper pied bois, il faut faire l'hôpital pour ça. Donc on a pensé qu'il n'y a ni du bois, non, ça. Peut-être ni du mauvais aussi. Puisque c'est un gens qui ont utilisé. Parce que bon, à Internet là aussi, il faut gérer tout ça. Mais on a pensé que ça n'est du bon aussi. Et d'autres mesures pourraient bousculer nos habitudes fiscales. Jean-Luc Amien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Solidaire Finances Publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu dans le reportage, les gens s'interrogent. On a du mal à imaginer les personnes âgées faisant elles-mêmes leurs déclarations sur Internet. Avez-vous prévu des dérogations dans ce cas ou un accompagnement personnalisé? Alors effectivement, le sujet est complexe et on a pu voir les personnes qui sont un peu plus jeunes sont favorables à la déclaration Internet et les personnes qui sont un peu plus âgées sont contre. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. On sait qu'en Guadeloupe, il existe des zones blanches. On sait aussi le coût d'Internet en Guadeloupe. Pas plus tard que ce matin, j'ai entendu que ça représente environ 40% plus cher qu'à la métropole. Donc ça va donner un coût au budget des ménages. Avez-vous anticipé justement? D'autre part, là c'est le problème de la direction. Mais d'autre part, il y a un problème de confidentialité. Parce que j'ai vu notre directeur régional sur une chaîne concurrente qui disait qu'effectivement, les gens qui ne pouvaient pas remplir leur déclaration pouvaient aller chez le cousin ou la cousine. Sauf qu'une déclaration d'impôt, quand vous prenez une déclaration d'impôt, vous avez en main la vie d'une personne. Donc ça pose des problèmes de confidentialité. Donc rien n'est prévu en tout cas pour les personnes âgées? Oui, tout à fait. Comme il a dit, le directeur régional, il a mis en place des volontaires pour aider les gens à remplir leur déclaration, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Et de voir l'État imposer d'ici 3 ans la disparition de déclarations papier, nous disons que ce n'est pas normal. Les contribuables doivent avoir l'égalité devant l'impôt et voilà. Est-ce que les salariés ont été intégrés à ce processus, formés? Nos agents sont formés, nos agents sont des professionnels, ils ont l'habitude, mais sauf qu'avec le manque d'effectifs, ça n'arrange pas les choses. Parlons des autres mesures que l'État envisage de mettre en place. La source de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire le prélèvement des impôts sur la fiche de paie, qui devrait voir le jour dès 2018. Comment est envisagée cette réforme? Là aussi, je pense qu'on a mis les charrues avant le bœuf. Et le gouvernement veut tout simplement donner des gages à l'Europe parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous dit que c'est le seul pays qui n'a pas, européen qui n'a pas encore le prélèvement à la source. Alors que chez nous, ça se passe très bien puisque le taux de recouvrement de l'impôt à l'IR, c'est 98%. Donc on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement cherche. En tout cas, je vous assure que c'est une réforme très difficile à mettre en place et je ne désespère pas de voir le gouvernement faire marche arrière comme d'habitude.
Les entreprises collectent déjà pour l'État la TVA. Comme elles ont des problèmes de trésorerie, comment on peut être sûr justement que l'impôt sera réellement versé? Justement, ça c'est l'autre problème, puisqu'on sait que les entreprises sont collecteurs de TVA pour l'État et on a du mal à recouvrer, on a du mal à ce que les entreprises versent la TVA qu'ils ont reçue des consommateurs. Donc pour nous, ça sera exactement la même chose pour les entreprises quand ils vont collecter l'argent des salariés. D'autant plus là aussi, ça pose un problème de confidentialité dans la mesure où l'employeur jusqu'à maintenant, il ne vous connaît pas plus que ça, mais maintenant qu'il aura votre déclaration en main, il sait plus de choses que vous et qui dit que quand vous allez demander une augmentation, il va vous dire « vous avez des revenus fonciers, donc je ne vous augmente pas ». Autre problème qu'on devrait anticiper, les bugs informatiques, c'est déjà arrivé au Royaume-Uni d'ailleurs? Oui, mais ça, l'État, le gouvernement ne tient pas compte de ça et pourtant c'est un problème réel. Quelles seraient les conséquences selon vous? Les conséquences, c'est qu'on risque de perdre les données et aussi des conséquences sur les rentrées des recettes de l'État. Votre syndicat se bat depuis longtemps contre la fraude. Avez-vous été surpris par les révélations du scandale Panama Papers? Non, on n'est pas surpris, sauf que dans notre profession, on a des obligations de réserve, mais on l'a toujours dit, il y a entre 60 et 80 milliards de fraude fiscale. Et donc, jusqu'à maintenant, les gouvernements successifs ont fait des déclarations d'affichage, mais n'ont jamais pris les vraies mesures pour pouvoir enrayer tout cela. Et vous avez été surpris d'entendre, de savoir que figuraient des Martiniquais aussi dans ce scandale international? De toute façon, la fraude, elle est mondiale. Donc on peut trouver des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Antillais. Jean-Luc Amia, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, restez avec nous. Nous ouvrons maintenant une page sur l'économie. Ce matin se tenait une conférence sur l'export vers le Canada dans le cadre des journées internationales organisées par Guadeloupe Extension et Digicel, le nord des États-Unis, une destination très prisée par nos entrepreneurs. On regarde ensemble ce reportage d'Isabelle Hameau. Le Canada est un marché d'avenir. Ces chefs d'entreprise souhaitent se tourner vers ce grand pays d'Amérique du Nord. Parmi eux, Thierry Reynaud, ce manager d'une société de distribution, est venu s'informer sur le meilleur moyen de prendre pied sur le marché canadien avec son rhum agricole. Ces journées internationales tombaient à point nommé, puisque le groupe attend à se développer à l'export, notamment sur les réseaux des États-Unis et du Canada. Donc, je rappelle qu'on développe 2 produits, donc le rhum. Donc le rhum Séverin, qui a d'ailleurs, j'en profite, je dis qu'il a été médaillé d'or au dernier salon de l'agriculture 2016, et le produit Canaçao, qui est un produit local qui peut être développé à l'export aux États-Unis et au Canada. Nous sommes d'ailleurs en train d'entreprendre des démarches en ce sens. Il y a plein d'informations qui nous ont distillées. Il y a les différents acteurs, les différents réseaux de distribution. Ils peuvent nous mettre en relation avec les chaînes. Donc c'est vraiment pour nous, entreprises guadeloupéennes, c'est vraiment un coup de pouce qu'ils nous donnent pour pouvoir nous implanter dans des régions sur lesquelles on n'a pas le même réseau, on n'a pas les mêmes facilités de pénétration. Donc c'est vraiment un coup de pouce, c'est une bonne initiative que Guadeloupe Expansion a fait aujourd'hui. Et si les produits exotiques ont leur place là-bas, le marché canadien dispose d'un certain nombre de règles propres qu'il faut maîtriser avant d'espérer en conquérir une part. Si on a des produits plutôt dans les cosmétiques, la santé, l'agroalimentaire, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il y a des réglementations qui sont gérées soit par Santé Canada, soit par l'inspection des aliments du Canada. Donc de ce point de vue-là, il faut commencer par aller regarder tout ce qui peut faire barrière à l'importation pour le régler très en amont. C'est assez facile, Business France peut faire la mise en relation, et une fois que ces barrières-là sont tombées dans le fond, puisqu'on les connaît, après il n'y a plus qu'à aller voir comment s'organise le marché au niveau des circuits de distribution, pour savoir qui on doit approcher et le coût que ça va représenter pour être capable de positionner son produit en termes de prix et en termes de vente finalement sur l'ensemble du territoire. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà du rhum et qu'il s'exporte bien. La problématique plutôt, c'est de trouver le bon mode là aussi d'entrée sur le marché dans la mesure où la SAQ par exemple au Québec a le monopole, donc il faut savoir comment s'organiser. En revanche, oui, il y a du potentiel et je dirais que comme pour les produits cosmétiques, c'est l'expérience qu'on va offrir aux Canadiens. En revanche, le Canadien boit essentiellement de la bière, il va falloir lui apprendre, l'éduquer pour être capable de le faire passer vers d'autres boissons. Le Canada, mais pas seulement, les chefs d'entreprise guadeloupéens s'intéressent aussi au marché cubain, car depuis 2014, l'île s'ouvre aux investissements étrangers. Cuba et le Canada seraient donc des pays prometteurs pour nos PME.
La station d'épuration de Petit-Bourg, gérée par le SIAG, a enfin été inaugurée ce matin, 3 ans après sa mise en fonctionnement. Sous l'œil de l'Europe, la Guadeloupe doit corriger son retard pris dans la mise en conformité des systèmes d'assainissement. Les explications de Bénédicte Jourdier. Alors qu'elle fonctionne depuis 3 ans, la station d'épuration de Petit-Bourg vient d'être inaugurée ce matin. Une inauguration retardée par des problèmes techniques, aujourd'hui résolue. Particularité de cette usine de traitement, elle filtre les eaux usées par clarification membranaire, une station avec une capacité de 9500 équivalents habitants. Donc on utilise des fibres qui sont creuses et en fin de compte, les boues et les déchets restent autour de cette fibre. C'est cette partie-là, il y a 2000 fibres dessus. Et on retrouve 130 modules dans la station. Donc en fait, ça représente en surface de filtration un terrain de football en fait. Cette usine de traitement installée à Saint-Jean remplace l'ancienne station située à Main-Courante qui présentait une capacité de traitement trop faible. Elle couvre le bourg et ses extensions de la commune. Il y a eu un schéma d'assainissement du territoire. Et c'est pour cela qu'il y a cette station. Il y a une autre partie donc, de Petit-Bourg qui est connectée avec Bémao en termes d'assainissement. Et d'ailleurs, on va pouvoir relier un certain nombre de stations d'épuration privées qui ne respectent pas toutes les normes et qui pourront être connectées sur le réseau public. Coût de l'opération, un peu moins de 11 millions d'euros, financé en partie par l'Europe, l'Organisation nationale des eaux et des milieux aquatiques et le SIAG. Une usine bienvenue puisque la Guadeloupe accuse un retard structurel dans l'assainissement des eaux usées. Ce retard il est assez conséquent, on estime il nous faudrait un peu plus de 60% de stations d'épuration supplémentaires pour pouvoir arriver à quelque chose, à une norme qui soit comparable à la moyenne nationale. Ce n'est pas de la compétence de la région, mais puisqu'il y a du retard, eh bien, la collectivité majeure a un regard pour pouvoir pousser les projets, a un regard de facilitateur. Un retard dû au plan de financement difficile à mettre en œuvre selon le président du SIAG. C'est juste scandaleux et nous sommes responsables. Le SIAG, c'est un secret pour personne, continue d'avoir de grandes difficultés financières. Et les budgets qui ont été votés il y a peu de temps en feront la démonstration. Mais quand certains s'amusent à dire que nous avons des dettes à hauteur de 61 millions d'euros, je vous le dis, nous sommes bien loin de ces sommes qui sont dites et redites pour faire peur. Nous sommes à 20 millions d'euros, c'est encore beaucoup de dettes, mais ce n'est pas 60 millions d'euros. Il faut arrêter de faire peur à la population et leur dire qu'en même temps que nous travaillons à la résorption de nos dettes et de nos déficits, nous travaillons aussi à la nécessité de réaliser de gros investissements. Prochaine inauguration justement dans quelques jours à Goyave. Fin de la galère pour 32 familles de Saint-Claude après 14 ans d'attente. Ils ont, pour une partie d'entre eux en tout cas, obtenu le titre de propriété. Des logements sociaux construits durant les années 90, mais qui sont restés inachevés après les faillites successives d'entreprises. On regarde le reportage de Karen Diamin. À Dugommier, il existe un petit lotissement composé de 32 logements très sociaux, construits dans les années 90. Aux premiers abords, il semble être un lieu où il fait bon vivre, mais 16 ans plus tôt, la famille Desfontaines se souvient de son arrivée dans ce lotissement inachevé, aux allures de bidonville. On est rentré ici en octobre 2000. Ça va faire 16 ans bientôt. Quand on est entré ici, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau. Il y a eu plein de problèmes ici, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés. Il y en a eu 3 qui ont commencé à construire ce lotissement. Il y a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis. Selon ce qu'on a entendu, il y en a ceux qui sont partis avec l'argent, qui ont fait autre chose avec. Donc il y a eu plein de problèmes avec ça. Le chemin n'était pas fait, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien, on est rentré ici comme ça. Il n'y avait pas de voirie qui passait, il n'y avait rien. La station d'épuration ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant. Ça fonctionne un peu maintenant, mais ça n'a jamais bien fonctionné ce truc-là. On a même pensé qu'ici c'était des gens qu'on avait abandonnés. Il n'y a pas de chemin, le chemin n'était pas fait, il n'y avait rien fait ici. Avec ses maisons mitoyennes, le lotissement de Dugommier aurait pu être le cadre parfait pour vivre, si seulement les premiers entrepreneurs avaient respecté les normes de sécurité. Un jour, un orage a éclaté sous la galerie
Il a brûlé presque quasiment tout ce qu'il y avait dans la maison. Je suis allé à EDF. EDF m'a dit qu'il n'y a pas de parafoot dans la maison, donc il ne peut rien prendre en charge. À vos frais. Et c'était un cadeau de Noël parce que c'est tombé pour la Noël. Mais avec le concours de la nouvelle municipalité et également celui de l'État, le lotissement a trouvé repreneur et les résidents une solution administrative à tous leurs maux. C'est sûr qu'avec le premier entrepreneur, ils ont fait faillite, le second a fait faillite. Donc, monsieur le maire actuel, avec sa municipalité, ont décidé de faire appel à la Seine-Saint-Marc. Donc, la Seine-Saint-Marc a repris le lotissement en main. Et là, ils nous ont fait part du montant qu'on aura à payer l'acte de vote. Donc, chaque famille avait la même somme à régler. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, les 14 familles qui ont fini de régler ont pu avoir leur signature. Des signatures qui n'auront pas eu le mérite de rassurer tous les résidents. Ils ne sont pas encore tout à fait propriétaires parce qu'on a juste signé, mais on nous a dit qu'il faut attendre pour avoir l'acte. On n'en a pas encore. Hein. Sur les 32 résidents du lotissement, seuls 14 ont aujourd'hui signé leur acte de propriété. Les 18 autres attendront simplement d'avoir régularisé la somme demandée par le bailleur avant de devenir propriétaires et de couler des jours heureux. Les fédérations du BTP anti-Guyane ont interpellé l'État et les collectivités dans une lettre appelée la Déclaration de Cayenne. Ils dénoncent des défauts de paiement et menacent de se mobiliser. Philippe Michaud, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de la Fédération régionale du BTP. Est-ce que ce secteur est au bord du gouffre ? Très probablement, madame. Il est même au-delà, peut-être. Certains sont déjà tombés dans le gouffre et d'autres ont pied dedans, au moment où je vous parle. Alors, vous dénoncez des défauts de paiement des collectivités territoriales. Vous avez envie d'entendre, je crois, la vérité. Oui, notre problème, madame, c'est qu'on est dans une mauvaise passe, c'est clair. Il y a une baisse d'activité qui fait que les entreprises ne peuvent plus générer la trésorerie courante pour continuer à fonctionner et couvrir des carences de paiement qui existent depuis toujours. Donc là, sans activité et non payé, vous n'assurez même plus vos charges sociales. Donc il y a un vrai problème, les carences de paiement, on les connaît depuis longtemps. Nous avions dénoncé déjà du temps de l'ancien préfet, de madame la préfète, des montants importants et des délais dépassant les 180 jours. Aujourd'hui, on a des collectivités respectables, mais qui sont à 2 ans de retard de paiement, par rapport à toutes leurs créances, c'est clair. Et ça, c'est insupportable. Je rappelle qu'en métropole, on est entre 35 jours et 45 jours, et c'est la loi. Oui, c'est la loi, mais l'Observatoire justement des délais de paiement des collectivités territoriales dit aussi que l'ensemble des collectivités au niveau national connaissent le même problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions pour régler à l'amiable ces difficultés avant d'en arriver à se mobiliser ? Les solutions, j'allais dire, pragmatiquement, elles existent. Simplement, il semblerait qu'elles soient difficiles à mettre en œuvre. Nous avons proposé, entre autres, que d'une part, on puisse trouver un relais financier pour les collectivités locales qui ne peuvent pas payer pour des bonnes raisons. D'ailleurs, à la limite, ça ne me concerne pas. Ça peut être des retards de subvention, des choses comme ça. Mais qu'elles disposent d'un prêt relais avec lequel elles assurent leurs dettes. Ça serait déjà bien. Et que deuxièmement, que les créances qui nous font si mal, parce que devant la sécurité sociale, beaucoup d'entreprises meurent alors qu'elles sont saines, mais elles ne sont pas payées, donc elles ne peuvent plus payer leurs cotisations. C'est double peine, elles n'accèdent plus au marché public. Donc si la sécurité sociale et les caisses de retraite pouvaient accepter qu'on leur cède des créances qui ne sont pas douteuses. Est-ce que la Banque publique d'investissement peut racheter justement ces créances ? À ma connaissance, pour l'instant, non. Mais c'est peut-être une piste, madame. Mais nous y travaillons, rassurez-vous. Guy Losbar, le vice-président de la région, l'a assuré sur notre plateau la semaine dernière. Toutes les entreprises seront payées. Est-ce que vous doutez des promesses politiques aujourd'hui ? Je dirais que ça dépend de qui elles viennent. Bon, concernant la région, je crois que la région a clairement les capacités de se mettre rapidement à niveau. Bon, la région a c'est vrai que la région a quelques retards de paiement aussi, mais je pense qu'elle a la capacité de se mettre à niveau rapidement. Mais je suis beaucoup plus inquiet d'autres collectivités qui sont, j'allais dire, en distorsion budgétaire telle qu'elles ne pourront jamais, sauf à bloquer pendant 1 an ou 2 tout investissement, tout en ayant des recettes néanmoins. Et comme on sait que la fiscalité locale, etc., l'octroi de mer, on en reparle, c'est pas là qu'il y aura des ajustements et de la croissance extraordinaire. Je pense qu'on est mal sur ce sujet-là. Vous évoquiez tout à l'heure des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non, mais je parlais tout à l'heure de trouver d'abord un relais pour assurer aux entreprises qui sont au bout de la filière, mais qui n'ont pas assumé les carences en amont des maîtres d'ouvrage, assurer qu'elles soient payées, avec un relais financier, comme vous allez dire dans votre couple, quand vous allez voir votre banquier, vous dites faites-moi un découvert. Bon, pourquoi pas. Bon, deuxièmement, je vous disais que certaines dettes à des fournisseurs privés, ça c'est difficile, mais des dettes fiscales et sociales pourraient être relayées par une cessation de créances.
les collectivités, jusqu'à nouvel ordre, émettent des créances non douteuses. Donc, je disais, un certain nombre de fournisseurs, l'État, en termes de fiscalité, la caisse de sécurité sociale, les caisses de retraite, pourraient accepter des délégations de créances dues par des collectivités. Or, ce n'est pas le cas, et c'est même refusé. Tellement chacun sait que c'est un peu vicieux, quoi. Est-ce qu'on peut justement espérer de relancer les chantiers pour gagner encore de l'argent ? Ça, c'est une autre affaire, madame. Relancer les chantiers, c'est facile à dire, mais par rapport au tableau que je vous brosse, à savoir que les collectivités locales, elles ont de moins en moins de possibilités d'investissement. Ça, c'est clair, et ce n'est pas spécialement de leur faute, hein, on ne va pas les accuser. Donc là, les collectivités publiques investiront moins, c'est sûr. L'investissement de l'État, qui est principalement dans le logement social, pour l'instant, il mérite d'être un peu réanimé, on va dire, parce qu'il ne fonctionne pas bien. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais vous les connaissez. Or, la commande publique pour la Guadeloupe a toujours été 70% de l'activité autour. Le reste % de la commande privée a chuté depuis la fin de la défiscalisation. Donc c'est vrai qu'on s'accroche à tout ce qui peut encore vivre. Et le logement social est pour nous important, parce que d'abord, c'est un financement qui ne dépend pas de la fiscalité guadeloupéenne. C'est un financement d'État qui existe, qui est promis, qui est même engagé. Seulement, on a énormément de mal à le mettre en œuvre. Il y a des jeux de rôle qui nous semblent un peu douteux entre les approbations au niveau des engagements et les agréments fiscaux qui sont toujours décalés. Qu'attendez-vous des collectivités aujourd'hui ? Voire du gouvernement, parce que vous avez alerté l'État. Que les collectivités nous disent la vérité et que s'il faut réduire la profession de moitié, qu'on la réduise, mais avec une visibilité, une organisation qui fait qu'on mettra 7000 personnes sur le carreau, mais que tout le monde le sache et que ça se fasse, je veux dire, avec le moins de désordre possible. Mais vivre de promesses qui ne sont jamais tenues, nous, on ne peut plus, là, c'est clair. Est-ce que la ligne budgétaire unique a augmenté ou a-t-elle diminué ? La ligne budgétaire a été modifiée, mais elle est complétée par les agréments fiscaux qui sont censés redonner le niveau d'aide de l'État, globalement. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le système existe, on n'est pas capable de le mettre en œuvre à 100%. Il y a une perte en ligne dans le tuyau. On vous dit, vous avez 1500 logements, ils sont financés. Pas de problème. On en sort 1000 et l'année dernière, on en a sorti 700-800. C'est pas normal. Où sont les pertes? Que quelqu'un nous explique. Alors, il y a des règles du jeu un peu bizarres. Un dossier qui est beau au départ, on s'aperçoit qu'en chemin, il est plus bon. Alors ça, c'est clair qu'on veut maintenant que les règles du jeu soient claires et qu'un dossier qui rentre sorte. Il peut sortir 1 an, 2 ans après. S'il sort 10 ans après, d'ailleurs, il est mort avant. On veut que ça soit simple, c'est pas si compliqué que ça à expliquer. Alors pourquoi on ne le fait pas? Il y a de bonnes raisons. Quand et comment envisagez-vous de vous mobiliser? Parce que là, le tableau est un peu noir. Hein. Oui, là, je veux dire, nous n'avons pas fini de réfléchir, madame, c'est clair. Notre président est actuellement à Paris, il est à Médétom d'ailleurs, avec madame Paul Angevin et un certain nombre d'autres intervenants. On y verra plus clair, je pense à son retour, et nous aurons des réunions importantes. Si un certain nombre d'engagements peuvent être pris localement, sur d'abord l'assurance qu'on ait de la visibilité. On ne demande pas qu'on reste au niveau d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on consommait 300 000 tonnes de ciment. Aujourd'hui, c'est 200 000 tonnes. C'est quand même grave. Et après, on dit, mais il y a du chômage des jeunes, il y a du chômage... Mais ça y est, c'est clair. On ne va pas garder des gens à ne rien faire dans le BTP, surtout qu'on ne pourra pas les payer. Donc les solutions, c'est d'abord avoir une visibilité, de façon que les gens puissent s'engager en disant je fais par exemple un plan de réduction de mes effectifs, mais ça va passer de telle façon, les syndicats sont au courant, tout le monde est au courant, on n'est pas chaque fois devant une catastrophe sociale ou quelquefois humanitaire, ça va à ce point-là. Donc on demande une visibilité claire, j'allais dire une réponse claire aussi sur la prospective du BTP. Moi, en l'état, je suis persuadé qu'on était autour d'1 milliard de chiffre d'affaires, on ne le conservera pas. Dans les 10 ans qui viennent, il faudra dire maintenant il faut vivre avec 600 millions, 700 millions. Donc moins d'ouvriers, moins d'ambition probablement, moins de développement malheureusement, parce que le logement, quoi qu'on en dise, c'est pas du luxe, c'est une nécessité. Philippe Michaud, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Restez avec nous en Martinique. Il y a une polémique autour d'un ancien lieu de fabrication du sel. Hier matin, l'Office national des forêts a démoli 2 maisons en bordure de littoral de Lens-Meunier à Sainte-Anne. Une décision contestée par plusieurs riverains qui dénoncent la disparition d'un lieu patrimonial. On regarde le reportage d'Alwil Courcy de la TV Martinique. Nous montons la voie, monter Tibouin entre moi et Bilibo. Et puis, bon, il y a les côtés chez Damno, on m'a laissé aller côté chez Damno. Bon, continuez, posez barrage. Moïse Loumango s'est retrouvé en garde à vue hier soir après avoir protesté contre la démolition des 2 maisons à proximité des Marais Salants. Pour ce président de l'ancienne association Amépas, Mémoires et Patrimoine de Sainte-Anne, on a touché à l'âme du littoral. C'était des repères, c'est porté sur pratiquement toutes les cartes. Et effectivement, ça pouvait être servi. J'avais déposé un dossier avec l'association pour faire de l'information ici sur le site. Parce que les écosystèmes sont très menacés ici et il y a lieu d'informer le public, etc. et les gens qui y pratiquent. Et c'était un repère tout simplement pour les gens qui passaient, qui allaient et qui venaient. Plusieurs riverains se sont réunis ce matin pour voir la destruction des maisons. Et beaucoup sont affectés par la disparition des bâtisses.
c'est une partie de nous. C'est une partie de nous qui parle. T'es gamin, on allait au Salines à pied. On a la chance d'être né pratiquement dans le coin. Quand on sortait de là pour aller ne serait-ce qu'à l'école ou ailleurs à pied, c'était par là qu'on passait. Et c'était ces deux maisons-là qui nous servaient d'abri pour la pluie, le soleil ou quand on venait pêcher les crabes. Enfin bref, ça fait partie de notre enfance. Utilisé par la production de sel pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs générations ont travaillé sur le site des Salines. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec ma mère et ma grand-mère. J'étais tout petit, 6-7 ans, et je transportais le sel des bassins vers cette case-là, où se trouvait un géreur qui réceptionnait le sel. Mais présentés comme un site patrimonial, les deux bâtiments étaient en réalité des constructions en parpaing. Selon l'ONF, aucune valeur historique ne pouvait leur être accordée. Même si elle symbolisait l'emplacement d'une ancienne activité de commerce du sel, elle servait surtout à rassembler des jeunes pour faire la fête et dégrader le site. Il y a aussi un enjeu nettement environnemental, puisque nous sommes sur un site de ponte de tortues marines. Et ce point, ces constructions juste en bord de la mer, faisaient un point de fixation de rassemblement de personnes qui utilisaient donc des lumières en pleine nuit et pouvaient impacter la pratique de la ponte. Des discussions entre la mairie et l'ONF seraient en cours pour l'aménagement de la promenade. Une attention particulière devrait être portée à la valeur historique du lieu. Restez avec nous. Dans un instant, nous assisterons aux auditions de la comédie musicale de gospel La Colline sur la montagne. Et puis, nous serons sur les bancs de classe avec les élèves de la Guadeloupe et de la Martinique pour un cours d'histoire sur la traite négrière. Le site Ravenshaw doit prochainement rouvrir ses portes au public pour embellir le lieu. Des jeunes de 2 associations lamantinoises ont décidé d'agrémenter les 3 km qui relient l'école de la Rosière jusqu'au site. La jeunesse en action, un reportage d'Isabelle Hameau. Ils sont neufs et soucieux de la propreté de leur commune. Cette jeunesse lamantinoise embellit ce quartier devenu touristique par son emplacement. Passage obligé pour se rendre à la ravine chaude. Ils ont commencé il y a 15 jours, après 3 semaines de formation. Ce secteur, c'est parce que c'est surtout un parcours de 3,8 km en partant de l'école de la Rosière, afin que les futurs clients de la piscine de ravine chaude puissent découvrir en fait le lieu. C'est-à-dire qu'on a aussi les intérêts de terre, mais vaut mieux partir de l'école de la Rosière et suivre en fait cette route-là pour arriver à la piscine. Pour l'instant, ce secteur, les 3,8 km de l'école de la Rosière jusqu'à la piscine de ravine chaude, ça c'est la première tranche. On a la deuxième tranche aussi qui part de l'usine de Grosse Montagne, en passant par Gédon, pour arriver aussi sur la piscine aussi. Et pour ce faire, mieux vaut être bien équipé. La convention signée entre l'association et la collectivité offre une expérience à ses travailleurs et répond à leurs attentes. Donc on a aussi envisagé de planter des plantes et tout. Et en même temps, je suis un lamantinois, donc ça me fait très plaisir de pouvoir embellir mon quartier, de travailler. Et voilà, d'apprendre un peu plus aussi en même temps. L'activité de l'association ne se cantonne pas aux espaces verts. Ces jeunes ont aussi réhabilité entièrement la maison d'une habitante du quartier de Berniol et en sont fiers. Ils ont d'ores et déjà d'autres projets en vue. Les centres d'information et d'orientation de l'Académie de la Guadeloupe ont ouvert leurs portes aujourd'hui à l'attention des jeunes scolarisés. L'occasion pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi de se donner une seconde chance. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Après plusieurs échecs professionnels, Barbara a décidé de monter sa propre affaire. Je voulais faire une création d'entreprise. Et ça s'appelle une librairie, enfin pas une librairie, un libre service. Et à côté, je voulais adosser à mon entreprise une laverie automatique. Cynthia est une décrocheuse. Depuis plusieurs mois, elle a décidé de prendre une revanche. Je suis une décrocheuse qui souhaite s'intégrer pour revenir sur le chemin d'école afin d'avoir un diplôme pour travailler. Alors, tu voudrais travailler dans quoi? Dans le social. Des profils différents, mais animés par une seule envie, réussir son projet professionnel. Pour cela, Cynthia et Barbara ont choisi de s'offrir les services d'un conseiller d'orientation psychologue. L'idée pour nous, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de venir ici en toute confiance, puisque c'est vrai qu'en général, lorsque les gens viennent vers nous, ils sont un peu craintifs, puisqu'ils sont dans une phase de recherche, ils sont dans une phase de doute, surtout pour les jeunes qui sont un palier d'orientation, mais c'est donc leur permettre de comprendre que ici, c'est ouvert, c'est convivial, et il y a toujours une réponse adaptée à chaque situation. L'objectif est également double,
Mieux comprendre l'utilité du centre d'information et d'orientation, mais aussi sa compétence à accompagner toute démarche d'orientation et d'accès à la qualification. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de faire découvrir au public ce lieu, cet organisme public justement qui dépend de l'Éducation nationale et qui permet à tout un chacun de venir s'informer sur les formations, les métiers, les qualifications professionnelles, etc. Cette journée, elle est un peu particulière, c'est vrai, puisqu'on va permettre à tout un chacun de passer des questionnaires d'intérêt, on va leur permettre d'assister à certaines tables rondes. Il est aussi possible pour les consultants de consulter de la documentation sur les formations, les métiers, tout ce qui a trait à leurs intérêts professionnels. Une journée particulière, baptisée Conseil en orientation, une passerelle de plus pour accéder au monde professionnel. Et retournons sur les bancs de l'école, ceux du collège Nestor de Kermadec de Pointe-à-Pitre, pour un cours d'histoire sur la traite négrière. Hier, les élèves d'une classe de 4e recevaient une délégation du collège de Sainte-Marie en Martinique. Ils ont confronté leur vision de cette partie de l'histoire, une rencontre riche d'enseignements à laquelle a assisté Isabelle Amou. Depuis septembre, ces élèves travaillent sur l'histoire de la traite des nègres. Grâce à la présence du Memorial Act et de notre proximité avec ce site, nous avons été contactés par le collège Emmanuel Saldès de Sainte-Marie et nous avons décidé de coopérer ensemble afin de faire revenir une classe de Martinique en visite au Memorial Act. Nous avons préparé cette venue en nous appuyant sur le programme d'histoire de 4e qui évoque la traite négrière, l'histoire, la traite atlantique plus précisément. Nous avons établi un pont culturel autour de cette thématique, de cette question, avec ce collège qui nous a fait part et qui a surtout fait part aux élèves de l'héritage de cette histoire en Martinique à travers un monument qui se trouve au Diamant, dans la commune du Diamant, qui est le mémorial Cap 110. Un monument mis en scène à travers ce slam. Les élèves vêtus en blanc forment un triangle semblable au Cap 110. À tour de rôle, ils citent les grands noms de ceux qui ont porté la négritude. Et pour aller plus loin dans l'apprentissage de l'histoire, ils sont venus avec un jeu de société, l'Awalé. Un jeu venant d'Afrique, faisant appel aux capacités cognitives et stratégiques. Ce projet s'intitule Traces. J'ai voulu inviter les élèves à comprendre d'où ils viennent. Beaucoup ont du mal avec leur histoire. Et leur histoire prend naissance en Afrique. C'est la raison pour laquelle je leur ai appris à jouer à ce jeu, l'Awalé, qui est d'origine africaine. C'est en quelque sorte un jeu de stratégie, c'est comme le jeu d'échecs. En Afrique, les élèves apprennent à compter avec ce jeu. Donc les élèves ont apprécié et voilà. Anthony, élève du collège Emmanuel Saldès de la Martinique, initie ses camarades de Guadeloupe. Déjà, dans chaque trou, nous avons 4 graines. Et quand on prend les 4 graines de trou, on doit semer dans chaque trou qui est après, je vais dire, le trou qu'on a choisi pour prendre les graines. Et aussi, quand nous avons 2 graines dans un trou et que nous mettons la 3e graine, les points, les graines qui sont dans le trou nous reviennent, qui veut dire que ce sont nos points. Une découverte instructive pour ces jeunes filles. J'ai jamais connu ce jeu-là et j'ai pas compris sur le premier coup. Et maintenant, j'ai un peu compris et c'est intéressant. Ça nous permet de côté et aussi il y a beaucoup de stratégies de ça pour gagner. Et dans l'après-midi, les collégiens martiniquais ont visité le Memorial Act situé à 2 pas de l'établissement. L'année prochaine, ça sera au tour des élèves du collège de Kermadec de découvrir le Cap 110. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Il y aura des coupures d'électricité demain à Cap-Esther de Marie-Galante, ainsi qu'à Sainte-Rose, Saint-Claude, Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Chemin-Neuf. Des coupures qui auront lieu essentiellement dans la matinée. Et puis faites des réserves d'eau si vous habitez à Bragelogne à Bémao. Une coupure est prévue demain dès 8 h avec un retour à la normale jeudi en fin d'après-midi. Et enfin, une information pour les étudiants et les élèves de terminale pour préparer la rentrée prochaine. Vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre demande de bourse et ou de logement. Cette demande se fait via le site internet du Crous de l'Académie où l'étudiant est inscrit ou souhaite le faire.
C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Plantet.